Je viens de tester le nouveau Nikon ZR et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis un utilisateur Sony avec la FX3 et puis avant le Sony A7 IV et j'ai failli switcher, mais j'ai décidé de partir sur le Nikon Z8 et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Ce ZR, il m'a été prêté par Nikon pendant environ 2 semaines, ce qui est assez court pour un test complet, mais j'ai quand même pu l'utiliser dans pas mal de conditions réelles, que ce soit en studio, à la montagne et même sur mon drone FPV. On va pas refaire la fiche technique parce qu'il y a déjà un certain nombre de vidéos sur le sujet. Je vais te donner mon retour d'expérience, que ce soit en tant que créateur de contenu et vidéaste pro, sachant que on va le voir, j'ai l'habitude d'utiliser mon matos dans plein de conditions différentes, que ce soit avec des configs classiques à main levée, mais aussi des rigs beaucoup plus gros. C'est un boîtier qui a un positionnement très particulier parce que son prix le classe dans du moyenne gamme, entrée de gamme dans la vidéo, alors que côté spec et image en sortie de boîtier, il se positionne clairement dans le haut du panier. Mais il y a quand même des points négatifs qui, on va le voir en fonction des utilisations, sont clairement pas négligeables. Et c'est ce qui fait que j'ai quand même vraiment galéré à me faire un avis dessus. La première chose qui m'a surpris, c'est pas l'image, mais c'est l'expérience de prise de vue. La prise en main, elle est vraiment surprenante puisqu'on a un boîtier qui est vraiment super bien construit. C'est clairement un bloc, mais on a zéro grip. Donc ça veut dire cage quasi obligatoire si tu veux avoir un minimum de confort. Mais malgré la cage, on a un grip qui reste quand même moins bon que celui d'une FX3. Dans tous les cas, que ce soit avec une cage ou non, on a un gros problème avec ce boîtier, c'est les boutons. On a effectivement très peu de boutons sur ce boîtier, mais ça à la limite c'est pas très grave parce qu'on a pas mal d'accès rapides qui permettent de compenser. Le vrai problème c'est qu'en fait le boîtier est tellement petit que tu viens appuyer accidentellement sur les boutons, tout comme les molettes, elles sont vraiment très sensibles, ce qui fait que tu es toujours en train d'appuyer ou modifier quelque chose et il faut faire attention. Et puis il y a un autre truc qui m'a dérangé, c'est le bouton d'allumage. Déjà de base, je le trouve mal placé et puis c'est surtout que quand l'écran il est fermé, on ne sait pas du tout si le boîtier il est allumé ou pas parce qu'il n'y a aucun témoin lumineux et comme c'est pas un switch mais un bouton, on ne sait pas s'il est allumé. Tu vois, il a été allumé. Et puis le fait qu'on n'ait pas 2 slots CF Express, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Dans la majorité des cas, tu n'en auras pas besoin, sauf pour certaines prestations événementielles, où là, c'est vrai que ça sera nécessaire. Et à ce moment-là, tu seras obligé d'ajouter un moniteur externe. Et c'est pour cela que je trouve un petit peu dommage que Nikon n'ait pas débloqué l'enregistrement sur SSD par le port USB-C, parce que là, c'est vrai que ça aurait compensé la faiblesse, quoi. Quant aux connectiques qui, comme sur tous les boîtiers Nikon, sont protégés par ces petits caoutchoucs que honnêtement, j'aime vraiment pas du tout. Je préfère complètement comment c'est fait sur les boîtiers Sony avec les trappes. Le seul truc à redire, c'est ce port micro HDMI. Ça, c'est vrai que c'est vraiment chiant. Alors pour certaines personnes, il n'y aura pas de problème, mais moi personnellement qui utilise souvent des moniteurs, que ce soit en studio et en extérieur, c'est un peu relou. Enfin, un peu de positif quand même sur l'ergonomie, cet écran, c'est vrai qu'il est vraiment génial. Tout comme le Z8, il est super lumineux, ce qui fait qu'en extérieur, c'est vraiment un vrai confort. Alors que sur la FX3, je te le dis d'expérience, on voit littéralement rien du tout quand tu es en plein soleil. Je m'en étais douté un petit peu, mais quand je suis parti à la montagne avec, dans le froid, avec des gants, franchement, c'est vraiment la galère. Puisqu'il y a pas mal de choses qui se contrôlent avec le tactile, par exemple les assistances, et le tactile dans le froid, c'est pas ouf. Donc là, on va faire une petite config très sympa, ZR, donc comme tu peux voir, il est complètement à nu, on n'a pas de cage, rien du tout. Je vais lui monter une petite bague que fait Nizi pour pouvoir passer de Z à PL, et puis cette bague, elle est également disponible en monture Sony, en monture Canon, etc. Moi, je l'ai en monture Sony, par exemple, pour ma FX3. Franchement, c'est du super bon matos, ça s'ajuste super bien. Ensuite, donc la monture PL, ce qui est génial, c'est que c'est universel, donc tu peux mettre des optiques de plein de marques. Voilà, les Nizi Athena, ils sont en monture PL, mais j'ai également un DZO Kataris qui est en monture PL, donc ça c'est super bien. Et comme tu peux voir, les Nizi Athena, ils sont ultra compacts, exactement comme le ZR, ça se monte très facilement. Et là, j'ai un setup qui est vraiment très léger. Maintenant, parlons de l'image, parce que c'est quand même son gros point fort, et on va aller droit au but. On peut effectivement maintenant enregistrer en RAW dans un boîtier qui est vraiment ultra compact, et en l'occurrence en R3D, en RED RAW, directement en interne et sans vraiment limite d'enregistrement. Sauf, et ça attention, je ne le savais pas, en 4K 120, on a un crop. Chose qui n'est pas du tout le cas sur le Z8. Et là tu vas me dire oui mais le Z8 il n'enregistre pas en RAW RAW. Et si, en fait depuis la sortie du ZR, je t'ai fait une vidéo d'ailleurs dédiée sur la chaîne, le Z8, Z9, Z6 III, etc. ils peuvent le faire. On va commencer direct les tests, on commence en studio. J'ai voulu comparer ce que donne ce ZR versus la FX3, le Z8 et ma Red Scarlett W dans pas mal de formats d'enregistrement, pas mal de conditions d'éclairage
éclairage. Voilà ce que ça a donné. Petite pause dans la vidéo, si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à utiliser mon code créateur Lucas dans la boutique IPLN. IPLN, c'est un magasin physique présent à Paris et à Lyon, mais également une boutique en ligne super bien organisée, t'es livré rapidement, le SAV est au top. Donc voilà, je te mets bien sûr toutes les infos en description et sur ce, on y retourne. Alors les caméras ont été exposées exactement de la même manière, au même niveau à partir du gris 18%. S'il y a bien une différence, c'est que elles n'ont pas les mêmes optiques. Donc ça, je vais te le mentionner à chaque fois. Ensuite, à l'étalonnage, à partir du color checker, je suis venu réexposer ma scène et calibrer mes couleurs pour faire matcher toutes mes images entre elles et voir quelles étaient les différences. Qu'on soit bien clair, et s'il y a bien une chose à retenir, c'est que comme tu as pu le voir, on est arrivé à un certain niveau de maturité sur les caméras. Elles sont toutes excellentes, les images sorties de chaque caméra sont vraiment très très belles. Et là, ce qu'on va venir constater dans un premier temps, c'est les performances en basse luminosité, le niveau de bruit et finalement si notre signal il est plus ou moins clean. J'ai été très étonné parce que c'est pas son point fort, mais la caméra qui arrive en première position avec une image qui est vraiment ultra clean, c'est ma Red Scarlett W, donc DSM-C2, une caméra qui est sortie il y a 10 ans maintenant, et elle est suivie de très très près par le Nikon ZR, mais par contre c'est vrai qu'on a plus de détails dans l'image dû au capteur qui a une plus haute résolution. Ensuite, sans aucune surprise, on retrouve le Z8 avec son capteur de 45 millions de pixels, donc forcément on a un tout petit peu plus de bruit dans l'image, mais encore une fois l'image elle est vraiment ultra clean. Alors ici j'ai filmé en 8K et honnêtement la différence entre 6K et 8K elle est quasi inexistante. Alors oui, tu vois une toute petite différence, mais pour moi c'est pas un critère. Mais par contre là la grosse surprise c'est que la FX3 elle arrive en dernière position et on a clairement plus de bruit que sur les autres caméras. Si tu avais déjà vu ma vidéo sur le Z8, tu l'as vu, hein, le Z8 est meilleur que la FX3 en low light. Ce qui va être très intéressant, c'est que là depuis tout à l'heure je te compare les caméras en enregistrement RAW, mais maintenant on va voir aussi ce que donne l'OZR et la FX3 en enregistrement interne H265. Je trouve les couleurs, et ça c'est pas étonnant parce que c'est connu de chez Nikon, aussi un peu plus belles en sortie de boîtier, tandis que sur la FX3 on a clairement beaucoup plus de bruit, et surtout qu'avec la compression on est sur un bruit qui est un peu plus épais, un petit peu comme des macro blocs, ce qui fait que là niveau denoise ça va être compliqué et il va falloir mettre un gros denoise, ce qui fait qu'on va perdre beaucoup de détails dans l'image. Justement en termes de détails, effectivement le ZR il a moins de détails en enregistrement H265 que la FX3 en H264. Ensuite, par rapport à la récupération dans les hautes lumières, honnêtement j'ai pas fait de test avec ce ZR parce que je l'avais déjà fait avec le Z8 et c'était déjà excellent. Globalement ça évolue un petit peu, mais comme je te le disais, le matériel est tellement évolué aujourd'hui que ça reste des toutes petites améliorations. Ouais, donc tout ça c'est quand même très impressionnant, mais j'ai aussi voulu voir ce que ça donne sur mon drone FPV, mon Cinelifter, parce que comme il est tout petit, c'est typiquement le genre de config idéal pour ça. Effectivement, il est tellement léger que c'était un régal à voler sur mon drone FPV. Alors je sais bien que ça concerne 0,001% des utilisations, mais là où je veux en venir, c'est que si tu veux le fixer par exemple sur une voiture ou d'autres installations, c'est quand même un gros plus à riguer avec une cage. Le gros problème, et tu l'as peut-être déjà aperçu sur les images, c'est que ça tremble beaucoup. Même si on a une très bonne stabilisation mécanique, on n'a aucun moyen de stabiliser en post-prod avec Gyroflow par exemple, chose qui est complètement possible chez Sony et chez d'autres constructeurs, et ça, cela fait qu'en drone FPV les plans honnêtement ils sont inutilisables, et même en ski c'est encore pire, ça tremble dans tous les sens. J'attends vraiment que Nikon ajoute l'enregistrement des données gyroscopiques dans ses boîtiers, parce qu'en soi c'est complètement possible, il suffit juste d'une mise à jour. Il y a quand même un petit moyen de pallier ce problème là, il est possible d'acheter un petit module qui coûte une centaine d'euros, ce qui permettra d'enregistrer ces données là, mais ça nécessite de resynchroniser après en post-prod et un boîtier en plus quoi. Depuis la sortie du ZR, j'ai beaucoup entendu dire que le N-Log ou encore le Log 3G10, donc le log de RAID, était compliqué à exposer, ou du moins on avait des résultats qui n'étaient pas forcément très satisfaisants. C'est complètement faux. Le N-Log ou celui d'une autre marque s'expose exactement de la même manière que le S-Log 3 par exemple. Le gris 18% doit être exposé à un niveau de référence donné, et puis après tout est une histoire de répartition. J'ai aussi entendu dire qu'en enregistrement H265 sur le ZR on était moins bon qu'en H264 sur une FX3. Encore une fois, c'est pas totalement vrai. En réalité, avec les quelques tests que j'ai fait en H265, on est meilleur sur le ZR, l'image est plus clean que sur la FX3. Notamment en basse luminosité, le ZR passe bien devant. Par contre, c'est vrai qu'on a une image qui a un peu moins de détails que sur la
la FX3 parce que je pense qu'on a plus de traitement aussi. Allez, parlons prix et positionnement. C'est un boîtier qui sort à 2350 €, ce qui est clairement super intéressant vu tout ce qu'il propose. Mais attention, c'est pas du tout un boîtier qui va remplacer un Z6 III ou encore un Z8. En fait, et c'est comme ça que la communication a été faite, on peut tout de suite croire que le ZR est meilleur qu'un Z6 III sur la partie vidéo parce qu'on a effectivement le R3D. Mais comme je te l'ai dit, maintenant on a la possibilité d'avoir le R3D sur tous les boîtiers Nikon qui enregistrent déjà en N-RAW. Donc si tu veux le top du top à petit prix, le ZR c'est génial. Et si tu veux une meilleure prise en main et puis surtout plus de confort pour la partie photo, parce qu'en soi ce boîtier il a exactement les mêmes specs photo que le Z6 III mais on n'a pas de viseur, et pars sur un Z6 III justement. Et si tu veux le top du top, moi c'est ce que j'ai fait, pars sur un Z8. Bon voilà, je pense que tu l'auras compris, on est sur un boîtier qui est génial, vraiment excellent. Va voir ma vidéo sur le Z8, hein, justement je t'ai fait des gros tests par rapport à la FX3 et puis mon passage chez Nikon. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer les prochains boîtiers, que ce soit chez Nikon et puis chez les concurrents, parce que c'est clairement un boîtier qui je pense va faire bouger les choses. J'ai hâte de lire vos retours, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont acheté, donc donne-moi ton retour d'expérience dans les commentaires. Et puis sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. N'oublie pas code créateur Lucas dans la boutique IPLN. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!